Après le sentiment de me contredire en vous disant que je suis assez globalement d'accord avec vous. C'est-à-dire, pour toutes les mésaventures syndicales, on va dire ça comme ça gentiment, je pense qu'en effet, ce mouvement n'est pas pour rien. Ce mouvement accumule de la colère depuis 2 ans d'ailleurs. Ça avait commencé avec les manifestations du début de l'année 2009, pour lesquels d'ailleurs j'avais eu un sentiment déjà similaire à celui que j'éprouve maintenant, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait une colère vraiment qui était, c'était chauffé à blanc, sous l'effet évidemment du sauvetage des institutions financières sans la moindre contrepartie. Et évidemment, ce qui avait contribué à l'étiolement de cette énergie colérique, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le monde social, je veux dire, c'est l'inconsistance, l'inanité des mots d'ordre qui disaient des choses peu tranchantes sur il faut modifier la répartition des revenus. Bah oui, non mais ça c'est évidemment, mais je veux dire. Et de même pour le mouvement des retraites, où vraiment les mots d'ordre étaient très strictement cantonnés à 60 ans, 62 ans, 65, 67, la pénibilité, ceci, cela, etc. Alors que ce qui faisait descendre les personnes dans la rue était infiniment plus large et avait à voir avec l'ordre du monde dans sa globalité. Et moi, ce qui me navre dans cette affaire, c'est que jamais ne surgisse un mot d'ordre un peu tranchant et en même temps fédérateur et qui dise ces choses finalement assez simples. Et pour autant, cette énergie-là n'est pas perdue. Ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait parfois des résurgences bizarres. Pour ne rien vous cacher, ce qui est au principe de mon sentiment de décalage en arrivant ici au début, c'est que vous avez vu sans doute tourner cette vidéo d'Éric Cantona, qui appelle à aller naufrager les banques. Bon. Alors, c'est quelque chose qui donne un indice quand même du degré de colère qui est en train de s'emparer du corps social et de son désir aussi profond que légitime de se passer les nerfs sur la finance. Alors évidemment, la méthode importe tout de même. Très honnêtement, gardez le caillon à la banque, je vous en prie, ne faites pas comme Éric Cantona. De toute façon, j'ai pas envie de mettre à lui ses sous. Les millionnaires, il va lui falloir quelques lessiveuses. Ah bah oui, mais en Suisse, c'est dans une autre banque. Et vous voyez, c'est tout raté, quoi. Alors, donc voilà, il y a ça. Et mon sentiment est qu'à la prochaine occasion, ça ressortira, ceci, ça fera résurgence, avec, sans le concours des institutions syndicales, peu importe. Sur les agences de notation, je suis à la fois tenté de partager votre colère et tenté de vous dire que c'est un problème absolument secondaire. Je veux dire qu'il est absolument secondaire, puisque les agences de notation, qui sont dans l'existence, c'est absolument scandaleuse. Je veux dire, la chose ne souffre pas la moindre discussion. Mais les agences de notation sont un problème interne à la logique générale de la finance déréglementée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un terme à cette logique, c'est de briser ce cadre. Et je veux dire, ce cadre brisé, les agences de notation tombent d'elles-mêmes. C'est un peu la même réponse que je fais lorsqu'on vient me questionner sur des sujets plus techniques comme les normes comptables. C'est des enjeux importants, ça a l'air d'être un truc de tête d'épingle, mais c'est très important, les normes comptables. Et en même temps, c'est pas important du tout parce que, encore une fois, c'est l'un des dispositifs inscrits dans le cadre général de la déréglementation financière. Alors d'où ça vient, les agences de notation? Mais précisément, ça vient de l'apparition de ce cadre, qui n'était pas là avant, et qui n'est pas tombé du ciel. Il faut bien voir que cette antinomie de l'État et du marché a d'indigent. On a là, dans les dernières années, un cas particulièrement spectaculaire de la synergie entre l'État et le marché, et même du rôle de l'État comme instituteur du marché. Car il faut bien avoir conscience que la libéralisation financière n'a pas émergé sous l'effet des forces endogènes du marché, mais est le résultat de politiques publiques. Enfin, de politiques publiques. Alors après, on peut dire qui les a faites, qui les a mises en place, etc., etc. Des noms. C'est Pierre Bérégovoy, évidemment. Je veux dire, c'est le grand responsable, malheureusement. La loi de 1986 qui déréglemente le marché en France, c'est Bérégovoy. Et puis après, vous passez à Delors et Lamy qui font la déréglementation au niveau européen. Bon. Voilà, vous complétez par Strauss-Kahn qui revient nous sauver sur la fiscalisation des stock options, etc., etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde des marchés de capitaux n'a pas du tout, la réalité des marchés de capitaux n'a strictement rien à voir avec les apparences clinquantes de scientificité.
publicité qu'il essaye de se donner par reportage de TF1 interposé. Vous voyez des écrans qui scintillent, des trucs, c'est la science. Et puis elle est absconce, elle est obscure, elle est parfaite pour vous. C'est juste pour vous montrer que c'est de la science et que vous n'avez rien à y faire. Bon. Alors la réalité, et on revient à l'intervention du jeu, la réalité des marchés de capitaux, c'est qu'ils sont entièrement emportés par des forces absolument primitives et élémentaires, qui sont les forces de la croyance et de l'opinion. Parce que le but de la manœuvre dans les marchés de capitaux, ça n'est pas de savoir ce que vaut un titre maintenant, mais d'imaginer ce qui va valoir plus tard. Et pour l'imaginer dans un contexte d'incertitude radicale, on est réduit à former des conjectures sur la base de représentations du monde qui peuvent être quasiment délirantes, comme nous en avons eu la démonstration à la fin des années 90, où des start-up lancées par des ados boutonneux étaient promises à devenir des Eldorado infiniment profitables, qui emmenaient les cours jusqu'au ciel, etc., etc., ou dans les années 2000, où l'on a raconté que les produits dérivés avaient inventé la martingale définitive pour se protéger contre le risque de crédit. Toutes choses qui ont été vraiment des croyances à analyser, mais vraiment au sens d'une anthropologie sociale, ce que les économistes loupent systématiquement. Bon. Dans ce milieu qui fonctionne essentiellement à la croyance, au jugement et à l'opinion, il faut qu'il y ait, je veux dire, c'est une nécessité fonctionnelle dans cette grammaire d'action-là, il faut qu'il y ait des prescripteurs et des fournisseurs de jugement autorisés entre guillemets. Et ce sont les agences de notation qui jouent ces rôles. Alors bien sûr, les banques centrales également tentent de produire du jugement ou de l'avis qui va faire autorité, mais elles sont un peu jugées parties. Alors on pense que les agences de notation, elles, vont délivrer des jugements plus objectifs. C'est péché deux fois, premièrement parce qu'il n'est pas de jugement objectif en ces matières, et deuxièmement parce que les agences de notation sont encore plus jugées parties que n'importe quel autre acteur, puisque le business model des agences de notation, c'est qu'elles se font payer par les émetteurs obligataires eux-mêmes. Vous comprenez? Alors, quand il s'agit d'émetteurs privés, vous comprenez que si BNP Paribas, dont on a parlé tout à l'heure, vient soumettre au jugement d'une agence de notation une ligne de CDO ou de produits dérivés quelconque, l'agence de notation ne va pas mordre la main qui la nourrit. Donc elle va annoncer fièrement la note AAA, qui a empapaouté tout le monde pendant toute l'année 2000. Alors il n'y en a qu'un seul qui ne paye pas pour se faire noter, c'est l'État. Alors lui, évidemment, ce pelé, ce galeux, on peut le dégrader à tout instant, puisque ça ne coûtera pas cher à l'agence de notation. Et effectivement, dans cette logique générale de la finance, tout est piloté par ces déclarations des agences. Et nous sommes subordonnés à leur choucade, un jour c'est AAA, le lendemain c'est dégradé, etc. Et ça a des effets absolument délétères. Mais je veux dire, ça n'est pas en réglant le problème des agences séparément qu'on obtiendrait une solution intéressante, c'est plutôt en se débarrassant de l'ensemble du cadre qui rendrait, par le fait caduc, le rôle même des agences de notation.